Notez que la tranquillité du cerveau fait partie de la méditation. Je ne veux pas discuter maintenant de la méditation. Faisons-le bientôt. Mais nous devons réaliser l'importance de se taire du cerveau, car cela signifie être exempt de la structure psychologique de la société. La structure psychologique de la société est encore animale. Cela rend le cerveau ambitieux, passionné, envieux, jaloux, attaché. Dans de telles conditions, le cerveau ne connaît pas l'amour. Il peut renforcer un homme ou une femme dans ses bras, peut se marier. Tenez la main d'un ami, faites quoi que ce soit. Mais il n'y aura pas d'amour alors que le cerveau constitue toujours une partie du passé animal qui constitue la structure psychologique de la société. Comprendre cette structure en nous-mêmes fait également partie de la méditation. Et si vous y arrivez, vous constaterez qu'avec cette compréhension, il y a une immensité, une impulsion créative, qui n'a rien en commun avec les livres d'écriture, la poésie ou la peinture, ni avec aucune des absurdités et exigences enfantines d'une société dans laquelle elle s'y attribuait à la gloire. C'est une création qui se produit dans l'immeurable, l'aboutissement de l'existence, mais telle ne sera réalisable que lorsque la structure animale, que la structure psychologique de la société a été rejetée. Ce qui signifie que l'esprit, le cerveau, n'est plus ambitieux, attaché, dépendant, ne veut plus remplir, ne veut plus être quelqu'un, ne cherche plus de puissance, de position et de prestige. J'ai répondu à votre question, monsieur. L'auditeur m'a donné quelque chose sur ce qu'il faut penser. Krishnamurti n'y pense pas, monsieur. Penser à une chose implique du temps. Vous dites, je ne m'en rends pas compte maintenant, mais je vous réfléchirai sur vous et je le saurai plus tard. La pensée ne vous fera rien réaliser. La pensée ne vous donnera pas la compréhension. Au moment où vous dites que vous pensez à quelque chose, vous créez la structure de « pour l'instant, j'essaierai » et y est alors complètement perdu. L'important est d'écouter avec tout votre être. Et ceci, c'est vraiment notre difficulté. Écouter avec tout l'être, il s'agit non seulement d'écouter les paroles de l'orateur, mais aussi de voir immédiatement la vérité ou le mensonge de ce qu'il dit. Et cette écoute nécessite une énergie extraordinaire. Il ne s'agit pas d'essayer pour l'instant. Soit la personne écoute tout son être, soit écoute. Si vous entendez avec tout votre être, vous verrez qu'une explosion intérieure se produira. Non demain, ou en fin de compte, cependant, instantanément. C'est ce dont j'ai parlé, cette transformation explosive qui doit être vérifiée dans le présent immédiat. Notez que si vous y pensez, toutes vos réactions défensives entrent en jeu. Et donc il continue de s'adapter au modèle de son existence quotidienne pour se soumettre à ce modèle. Chaque fois que cela ne le rejette pas. Et tout cela peut faire. Faites le tour et plus les tours à l'infini. La pensée n'est donc pas l'instrument de la perception. Ce n'est pas la dynamite qui détruira le passé. Tu dois donner votre cœur lorsque vous écoutez. C'est ce que je veux dire? Vous devez donner votre cœur lorsque vous écoutez. Et pas simplement écouter des mots avec l'intellect. Une personne peut être extraordinairement subtile, capable de parler avec l'éloquence, citer de nombreux livres, mais rien de tout cela ne fera le miracle. Le miracle est totalement dans l'écoute. Question. Que signifie le titre de votre livre, La première et la dernière liberté? Réponse. Je vous conseille de demander à l'éditeur de livres, car c'est celui qui a souhaité ce titre. Monsieur, nous traitons du sujet sur lequel nous parlions ce matin. Parce que nous avons tous beaucoup d'habitudes. Quand nous disons « je réfléchirai à cela », c'est une réaction habituelle, n'est-ce pas? Question. L'habitude ne correspond-elle à rien? Non. La technique n'implique-t-elle pas l'habitude? Réponse. Oui, monsieur. Mais pourquoi posez-vous cette question? Chaque technique, bien sûr, implique l'habitude. Si je veux apprendre à conduire une voiture, j'ai besoin d'obtenir la technique de début de départ, de faire les modifications, etc. Je dois pratiquer chacune de ces choses jusqu'à ce qu'elles le soient clairement, naturellement. Et cela compte l'habitude.
Mais nous ne parlons pas des habitudes mécaniques inhérentes à la pratique d'une technique. Nous nous référons aux habitudes de formation du mécanisme mental. Question. Pouvez-vous dire autre chose sur les habitudes inconscientes? Réponse. En général, nous ne sommes pas enterrés de nos habitudes. Ils sont donc devenus inconscients. Au moment où nous réalisons une habitude, nous le déchirons de l'inconscient, non? Si chaque fois que j'hésite à une chose avec votre tête, ne sachant pas que je le fais, si cet acte est automatique et que je n'en suis pas conscient, alors évidemment, c'est une habitude inconsciente. Mais tant que je deviens pleinement conscient de cette habitude et que je ne lui résiste pas, mais je l'observe, alors il a été déchiré par l'inconscient. C'est maintenant parce que nos habitudes, en règle générale, sont inconscientes que nous ne les détruisons pas. Si nous avons l'habitude de mener une voiture, nous allumons instinctivement le moteur et conduisons le levier du changement sans appliquer de réflexion. L'habitude inhérente à la technique. Mais en général, nous sommes tout aussi inconscients sur la façon dont nous procédons avec nos semblables. Lorsque nous traversons une rue très animée, nous ne remarquons pas lorsque nous poussons quelqu'un, etc. La question, par conséquent, est de savoir comment nous sommes pleinement conscients de toutes les habitudes et cultes animaliers qui, en partie, nous ont été imposés par la société et en partie par nous-mêmes, nous cultivons inconsciemment. Comment allons-nous entreprendre ce travail? Individus et hindous, chrétiens, allemands, russes, suisses, américains, et etc., avec l'ensemble respectif d'habitudes dont il est généralement inconscient. Et comment l'individu peut-il percevoir ce conditionnement? Comment pouvez-vous réaliser l'inconscient? Où est cette énorme série d'habitudes dévoilées? Comment scientifique du modèle inconscient qui en vous est profondément enraciné? Cherchera un psychanalyste, vous payant 50 ou 100 livres, ou quel que soit le prix, afin que cela vous tire le modèle de l'inconscient. Cela progressera-t-il? Ou allez-vous vous analyser? Qu'implique le processus d'auto-analyse? Lorsqu'il est analysé, il y a division entre l'observateur et l'objet observé, n'est-ce pas? Et l'observateur est aussi conditionné que ce qu'il observe, après le conflit entre eux, entre l'analyste et la chose analysée. L'analyste est sujet à interpréter à tort ce qu'il imagine et résiste à une habitude donnée ou cherche à la transformer en fonction de ses propres idiosyncrasies et ainsi de suite, ne donne donc plus de force à l'habitude. Par conséquent, l'auto-analyse n'est pas si peu la façon de suivre. Que faire alors? Soyez présents que nous parlons de la façon d'ouvrir le livre de l'inconscient, afin que tout son contenu soit mis en lumière. L'analyse du professionnel n'est pas la bonne façon de l'ouvrir, à moins qu'il n'ait de l'argent et des loisirs, et un si énorme intérêt à s'adapter à la société, qui est disposée à recourir à ce type de divertissement. Et comme je l'ai expliqué, l'analyse introspective n'est pas non plus la bonne façon. Si cela est clair, que fera l'auditeur? Rien. Krishnamurti. Et qu'est-ce que cela signifie, monsieur? N'êtes-vous plus enchevêtré dans cette idée fallacieuse de l'analyse? Ce n'est qu'alors que l'observation, n'est-ce pas? Il n'y a que l'état de voir, sans traduire ce que vous voyez. Vous ne voyez donc que... Mais généralement, que nous arrive-t-il lorsque nous nous voyons exactement comme nous? Si je me rends compte que je suis brutal, grossier, mesquin, plein de vanité, je me sens déprimé. Je dis « Oh, quelle horrible chose !» et je me mets en agitation en essayant de modifier. Cette tentative de modification des choses, cette tentative de faire quelque chose, est toujours dans le domaine de l'analyse. Mais si, au contraire, j'observe sans choix, et cela signifie être observé négativement, il n'y a plus de série d'analyse de l'inconscient. Je suis complètement hors du sol d'analyse parce que j'ai brisé le modèle. L'important est de rompre avec cette habitude de conditionner le mœurs. Et presque tous d'entre nous pensons que nous pouvons le briser à travers l'analyse, soit fait par nous-mêmes ou dans un autre. Mais ce n'est pas possible. Le mur de l'habitude ne peut être brisé que lorsque la personne est complètement consciente, sans choix et négativement vigilant. Seigneur,
quand il voit soudainement une montagne dans toute son immensité et sa beauté, ses hauteurs imposantes et ses abysses, que pouvez-vous faire à propos de ce spectacle? Rien. Absolument. Vous le contemplez, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il habituellement? Vous regardez la montagne dans une seconde rapide puis dites « Waouh, comme c'est beau !» Et avec cette verbalisation très, elle ne le regarde plus. Il y tourne déjà le dos. Si vous regardez vraiment une certaine chose, votre esprit devient très calme. Parce que, alors, il ne juge plus, il ne traduit plus ce qu'il voit en termes de comparaison. Regardez, et c'est ce que je comprends pour observer négativement. Et si vous pouvez vous regarder de cette manière, toutes les habitudes et conditionnements inconscients seront réduits à une chose qui, par compréhension directe, éliminera complètement. Ce ne sont pas de simples mots. Essayez-le et voyez-vous et vous le prouverez. Ici, totalement, et non par des fragments. Nous parlons de la vie de Wall Street, de la vie de la ville, de la vie de l'ermite, et ainsi de suite. Nous avons donc parlé pendant des années et des années. N'est-ce pas aussi une habitude? Faire face à la vie et faire face dans son ensemble et non fragmentaire. Et cela ne peut faire que lorsque vous vous connaissez. C'est parce que vous ne connaissez pas tout le processus de vous-même qui divise la vie en fragments et perpétue ainsi les conflits et la souffrance. Un tout harmonieux ne peut pas être construit en rassemblant des fragments, mais avec la connaissance de soi, il y a une plénitude et un sentiment de totalité. Expressamos nossa gratidão por sua participação nessa palestra esclarecedora com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais insights, clique em algum dos vídeos recomendados na sua tela. Compartilhe as suas perspectivas nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos atualizados. Até logo!